Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite les titres. Le PNA Alouma a soufflé sur ses 17 bougies aujourd'hui, un anniversaire cumulé au 5e congrès du parti de Sanoussi Tambari Jakou. La société civile ne désarme pas pour l'application de la loi minière 2006 par Arriva. Une grande manifestation prévue pour le 6 février est en préparation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. L'invité du dimanche ce soir, Mena Boukar Karté, il est le secrétaire général de l'association nigérienne des constitutionnalistes. Avec lui, une analyse de la procédure enclenchée par le gouvernement pour voir au clair cette affaire dite 400 milliards de francs CFA qu'aurait laissé dans les caisses de l'État l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Bonsoir, Karté. Bonsoir, M. Tikiré. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le temps de revenir à cet entretien, retenez que le parti nigérien pour l'autogestion, le PNA Alouma, célèbre aujourd'hui son 17e anniversaire, un anniversaire couplé au 5e congrès ordinaire du dit parti, dont les travaux sont centrés autour de deux thèmes. L'arrivée au pouvoir du président de la République, Issoufou Mahamadou, et la gestion politico-économique du Niger de 1990 à aujourd'hui. Parmi les invités du président Sanoussi Tambari Jakou, ce matin à la maison des jeunes Diado Sekou de Niamey, des leaders politiques, il y avait aussi nos reporters Memouna Dabouda et Chebou Gissou. Deux événements majeurs qui sont ainsi célébrés à travers cette cérémonie. Il s'agit tout d'abord des 17 ans d'existence du PNA Al-Oumma, mais aussi de l'ouverture du 5e congrès ordinaire de ce parti en fête. Occasion pour le président du parti Sanoussi Tambari Jakou de saluer les efforts en faveur de la renaissance du Niger du président de la République investi le 7 avril 2011 pour un mandat constitutionnel de 5 ans. Nous prions Dieu afin qu'il puisse renouveler le mandat du président Issoufou à l'issue des élections présidentielles de la fin de l'année 2016. Quand le président Issoufou aura accompli son mandat de 5 ans à la tête du Niger, notre pays aura certainement une croissance économique vertigineuse, un développement fulgurant et un peuple du Niger heureux et prospère. Et quand Dieu aura donné au président Issoufou la possibilité de remplir ces 2 mandats consécutifs, nous sommes sûrs que le Niger, notre pays, aura fait un grand pas dans la voie d'une économie émergente, à l'instar de certains pays d'Asie et d'Afrique. En tout cas, le PNA Alouma, ses militantes et ses militants font confiance au président Issoufou et lui renouvellent cette confiance et l'assurent de leur soutien ferme et permanent. Que Dieu nous aide, qu'il aide le président Issoufou et qu'il aide le Niger. Des paroles de soutien et d'encouragement qui n'ont pas laissé indifférent le représentant du parti au pouvoir à cette cérémonie. Au nom du bureau politique du PNDS Dareya, vous adressez tous nos remerciements et toute notre reconnaissance pour cette persévérance et pour l'accompagnement dont vous avez fait montre à l'égard du PNDS Dareya. Votre président l'a relaté ici. Je voudrais le réaffirmer. Le PNA Alouma a été de toutes les luttes à chaque fois que la démocratie au Niger a été en péril. Une fois de plus encore, félicitations pour cette vision claire de votre parti qui a toujours été du bon côté, qui a toujours été du côté de la défense et du renforcement de la démocratie dans notre pays. Notons que, outre les personnalités présentes, cette cérémonie du 17e anniversaire du PNA Al-Oumma a été également rehaussée par la présence de plusieurs délégations régionales venues apporter leur soutien indéfectible au président Sanoussi Tambari Jakou à l'ouverture du 5e congrès ordinaire de ce parti. Je l'annonçais donc, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Mena Boukar Karté. Il est le secrétaire général de l'association nigérienne des constitutionnalistes.
Et maintenant, on le disait donc, l'actualité ces derniers temps est marquée par cette affaire dite de 400 milliards qu'aurait laissé dans les caisses de l'État l'ancien président de la République, Tandja Amadou. Alors, une procédure judiciaire est en cours, c'est-à-dire la procédure d'écoute de Tandja Amadou. Plusieurs préalables sont développés, mais avant de parler un peu de ces préalables, parlez-nous d'abord de cette modalité des 400 milliards de francs CFA. Merci bien, M. Tikiré. Et je pense que nous sommes dans une sorte d'hystérie collective. Et toute la nation est distraite avec une expression, ou un groupe de mots, 400 milliards. Je pense que c'est juste un mot. Quand on dit 400 milliards, moi personnellement, je ne pense pas à une somme compacte déposée dans un compte ou bien dans des sacs. Je pense plutôt peut-être à une série d'affaires dont l'ensemble cumulé peut faire 1000 milliards ou 400 milliards. Je pense à une série d'affaires peut-être comme l'affaire de l'OPVN, l'affaire du barrage de Kandaji, ou bien, je ne sais pas, certains dons ou certaines faveurs accordées à notre pays, comme, n'est-ce pas, le fonds de la BID, les dons de la BID, ou bien, je ne sais pas, certaines affaires comme, je parlais du barrage de Kandaji, etc., ou bien certains bonus, certains décaissements signés, certaines conventions qui sont signées, mais les décaissements ne sont pas, n'est-ce pas, c'est pas décaissé à l'époque. Certainement, l'ancien président, en parlant de 400 milliards, parle d'une série d'affaires dont l'ensemble cumulé peut faire 400 milliards ou bien au-delà de 400 milliards. Je pense que ça fait référence à un certain nombre d'affaires, comme l'avait révélé, n'est-ce pas, un journaliste nigérien dans un ouvrage intitulé La transition et les 10 affaires. Alors moi, je pense que l'ancien président de la République, il est un homme d'État, il connaît le monde, il connaît un peu les mécanismes financiers. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'en parlant de 400 milliards, il sait de quoi il parle. Il y a une notion de ces 400 milliards-là. Je ne suis pas spécialiste de la monnaie ou bien de la finance, mais je pense qu'il ne s'agit pas de 400 milliards en somme compacte déposée dans une chambre. Il y a une idée bien déterminée. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut beaucoup penser. Il faut traiter cette affaire-là avec beaucoup de discernement. Quelles sont les modalités, n'est-ce pas, de ces 400 milliards-là? Je pense que c'est une question essentielle. Et personnellement, je pense que l'ancien président évoque un certain nombre de dossiers financiers dont l'ensemble cumulé atteint la montagne de 400 milliards ou bien de 1000 milliards, on ne sait jamais. Pour vous, donc, il ne s'agit pas de l'argent liquide qu'il aurait laissé? Non, je pense qu'il ne s'agit pas de l'argent liquide. Il y a aussi de l'argent liquide, peut-être. Peut-être on a parlé un peu n'est-ce pas, d'une somme laissée au trésor. On a parlé aussi d'une somme qui a été, n'est-ce pas, subtilisée au niveau de son domicile. Et bien d'autres, n'est-ce pas, bien d'autres ressources financières logées dans des comptes ou bien des ressources qui sont dans des procédures bien déterminées ou bien, n'est-ce pas, des sommes bien déterminées qu'on a données au Niger mais dont le décaissement n'est pas intervenu. Je pense c'est une série d'affaires, ce sont des cas, n'est-ce pas, différents qu'il faudrait apprécier, n'est-ce pas, qui constituent tout simplement des dossiers différents et certainement dans le cadre de la procédure engagée, l'ancien président de la République aura à donner plus certainement des explications et n'est-ce pas, des précisions par rapport à cette affaire qui fait beaucoup, n'est-ce pas, qui jette des glosses, qui fait des glosses et des querelles. Et je suis certain que pour la manifestation de la vérité, tous les acteurs, n'est-ce pas, feront preuve de détermination, de collaboration à l'effet que, n'est-ce pas, ces 400 milliards-là, ou plus de 400 milliards, soient identifiés, n'est-ce pas, soient trouvés. Parce qu'avant tout, moi, je vois l'idée du bien public. Donc, l'ancien président a révélé l'existence d'un bien public qui se trouve dans une main quelconque et il faut maintenant rechercher peut-être cette main-là. Oui, cette main. Le gouvernement a décidé de voir au clair cette affaire et l'on parle d'une procédure qui est en cours. Récemment, on a vu le procureur de la République qui a animé un point de presse. Et depuis là, ça spécule un peu. Il faut écouter Tandja Amadou, l'ancien président de la République. Et que dit la loi par rapport à cette procédure d'écoute de l'ancien président de la République? Bon, je pense que pour la manifestation de la vérité, il n'est pas, n'est-ce pas, inutile d'engager des procédures bien déterminées.
ce n'est pas mauvais en soi. Mais je pense que les procédures, il y a des mécanismes bien déterminés. Quand on dit procédure, c'est que ce sont des cheminements qu'on doit enclencher à la lumière de la Constitution, à la lumière, n'est-ce pas, des lois et règlements de la République. On a bien dit ancien président de la République. Le chef de l'État, M. Tanja Mamadou, c'est un ancien président de la République. Et pour l'entendre dans le cadre d'une procédure, il faut des éléments bien déterminés. Nous avons beaucoup de lois de la République. Il y a la Constitution elle-même, n'est-ce pas, à l'article 142 relativement à la Haute Cour de justice, vous avez des éléments bien déterminés. Mais je pense qu'ici, nous sommes dans le cadre d'une loi bien déterminée que les collègues ont déjà, n'est-ce pas, précisé. Alors, la loi fixant le régime des pensions des anciens présidents de la République, la loi donc du 3 février 1994 indique en son article 3, je cite, « Les anciens présidents de la République jouissent de l'inviolabilité et de l'exemption des juridictions, sauf cas de flagrant délit, ils ne peuvent être entendus, mis en état d'arrestation, gardés à vue, ni poursuivis qu'après la levée de l'immunité qui pourra être ordonnée par la Cour suprême toute chambre réunie. » Et cette loi a été, n'est-ce pas, adoptée en 1994. Et en 2001, une autre loi, celle du 31 décembre 2001, la loi numéro 2001-36 du 31 décembre 2001, dit aussi en son article 1er les dispositions de la loi numéro 94-03 du 3 février, celle que je viens de lire, déterminant le régime applicable à la pension des anciens présidents de la République, ainsi que des textes pris pour son application, sont applicables aux anciens chefs d'État cette fois-ci. Donc, il y a une procédure bien déterminée pour écouter, n'est-ce pas, un ancien président ou bien un ancien chef de l'État. Il y a une procédure bien déterminée. D'abord, il a un privilège de juridiction, mais aussi, il faut lever, n'est-ce pas, son immunité à la Cour suprême, toute chambre réunie. À l'époque, c'était la Cour suprême avec toutes les chambres, la chambre constitutionnelle, la chambre judiciaire, la chambre administrative, la chambre sociale, la chambre des comptes. Il y a cette difficulté-là, n'est-ce pas, parce que la Cour suprême n'existe plus aujourd'hui. Il y a cette difficulté-là. Il faut maintenant réfléchir devant selon quel mécanisme lever, n'est-ce pas, cette immunité-là. Donc, il peut bien être entendu, mais il y a des éléments bien déterminés, il y a des conditions bien déterminées qu'il faudrait, n'est-ce pas, accomplir, qu'il faudrait remplir. Tant qu'elles ne sont pas remplies, on ne peut pas l'entendre. Donc, on ne peut pas l'entendre le président, l'ancien président de la République, comme on peut m'entendre moi, en tant que citoyen ordinaire. Donc, je pense que c'est un grand débat. J'ai écouté, n'est-ce pas, les développements de l'avocat du président Tanja. J'ai aussi écouté, n'est-ce pas, l'appréciation qui avait été donnée par le procureur. Donc, je pense que je vais m'abstenir de commenter un peu ce qui a été dit, mais je pense que le président Tanja, pour l'entendre, il y a une loi qui pose des conditions bien déterminées. Si elles sont remplies, il peut être entendu, il doit être entendu. Mais tant qu'elles ne sont pas remplies, je pense qu'on va partir tout droit, n'est-ce pas, vers le non-droit, et ce n'est pas bien. Oui, tout comme l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, on parle aussi de général Salou Djibo, qui a géré aussi la transition militaire. Et vous savez, Salou Djibo, c'est un ancien chef d'État, c'est lui qui a géré cette transition-là. Et je pense que la problématique essentielle de toute cette question des 400 milliards, c'est l'audit de la transition. Je pense que si la transition militaire avait été auditée, du 18 février 2010 au 6 avril 2011, on ne serait pas amené à cette affaire-là. On n'allait pas se faire distraire par une question de 400 milliards. 400 milliards, moi, à mon avis, c'est une expression qu'on évoque, c'est juste pour distraire. Toute la nation est distraite par cette affaire de 400 milliards. Il n'y a pas de question de 400 milliards, il y a la question de l'audit de la transition militaire. Et tout à l'heure, je parlais du bien public. Je pense que dans la Constitution, déjà dans le préambule, nous avons dit que nous sommes résolus à garantir la bonne gouvernance. Nous avons réaffirmé, n'est-ce pas, notre attachement à un certain nombre de principes, notamment la lutte contre l'impunité. L'article 4 a dit que le pouvoir d'État, le favoritisme, l'enrichissement illicite, etc., sont réprimés par la loi. Mais l'article 41 de la Constitution est encore un peu plus explicite parce qu'il dit que la loi réprime le détournement de biens, l'enrichissement illicite,
la dilapidation des biens publics. Il a commencé par dire que les biens publics sont sacrés et inviolables. Donc, les éléments soulevés par l'ancien président, c'est avant tout des biens publics qui sont protégés par la Constitution. Et je pense qu'au nom de la Constitution, il faut rechercher la personne ou les personnes qui détiennent, n'est-ce pas, les biens publics dans une époque bien déterminée, selon des éléments bien déterminés, à l'effet que, n'est-ce pas, la nation rentre dans ses droits. Mais je pense que autant comment on appelle ça, autant les biens publics sont importants, il faut les respecter, les sauvegarder, autant les droits, les normes sont importantes, il faut les respecter. C'est-à-dire qu'il faut tout conduire selon les règles de l'art, n'est-ce pas, selon la Constitution, selon la loi, selon les différents règlements, n'est-ce pas, de la matière. Alors, Mena, pour vous, à l'allure où vont les choses, est-ce que vous pensez que cette procédure enclenchée par le gouvernement, elle peut aboutir? Et vous savez, c'est une procédure, je pense qu'elle peut aboutir. Tout à l'heure, je parlais de conditions à remplir. Pourquoi ne va-t-elle pas aboutir si les conditions requises par la loi que je viens de citer sont remplies? L'ancien président de la République ne peut être entendu qu'après l'accomplissement des conditions citées de la loi de 1994. Tout comme l'ancien chef d'État Salou Jupo. Parce que la loi, je dis que la loi du 1 décembre 2001, n'est-ce pas, élargit les avantages à côté aux anciens présidents, n'est-ce pas, à l'ancien chef d'État Salou Jupo. Donc, lui aussi, il ne peut pas être entendu, mais je pense qu'on doit s'activer. On doit s'activer à remplir les conditions permettant de savoir la vérité sur tous ces éléments dossiers de la transition. Je pense que c'est la question la plus importante. Et le peuple a soif de savoir. Je pense que nous ne nous fatiguerons jamais de demander, n'est-ce pas, l'application du droit, mais aussi la bonne gouvernance à nos gouvernants. Alors, on voit qu'il y a un souci de faire la lumière sur cette affaire, mais beaucoup pensent que on veut aller sur un terrain politique sur cette affaire. Et je suis effectivement désolé de le constater. C'est une affaire juridique, tout simplement, mais qui a une forte odeur politique. Depuis le début, on a senti un glissement vers la politique. Et ça donne une mauvaise éducation au peuple nigérien. Tout le monde parle de 400 milliards sans savoir même de quoi il s'agit. Et moi, personnellement, je n'aime pas cette expression de 400 milliards. C'est une hystérie collective. Ça distrait la nation. Ce n'est pas le fond du problème. Les 400 milliards aujourd'hui sont transformés en une notion, une sorte de slogan, n'est-ce pas, politique, utilisé par beaucoup de cercles politiques à l'effet d'atteindre d'autres objectifs qui contrastent l'unité nationale. Je pense qu'on doit s'activer à savoir quelles sont les modalités de ces 400 milliards-là, à quoi cela correspond et comment faire en sorte que la nation rentre, n'est-ce pas, dans ses droits. Je pense que c'est ça la question. Elle est purement juridique. Elle n'a aucun aspect, elle ne doit pas avoir un aspect politique. Voilà, maintenant pour finir cet entretien, cette affaire de 400 milliards, on ne va pas en finir. Vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour accélérer la chose, pour accélérer un peu ce dossier? Et je pense que c'est un dossier qui est né. Pour l'accélérer, il faut d'abord le dépolitiser, il faut le dépassionner, il faut vraiment, comme on le dit en langage ordinaire, ramener la balle à terre et jouer sincèrement et honnêtement au nom du peuple, au nom de la Constitution. Je pense que il y a une loi qui est là. Cette loi-là, elle pose un certain nombre de conditions. Il faut étudier les mécanismes permettant d'appliquer cette loi, de soulever les petits obstacles. Tout à l'heure, je disais qu'on a parlé de la Chambre, de la Cour suprême, toutes chambres réunies. Or, ça, c'est indiscuté parce que la Cour suprême l'explique aujourd'hui. Il faut, n'est-ce pas, imaginer une formule. Et je pense qu'il faut même peut-être réviser cette loi à ce niveau-là. Est-ce que quelque part, si on révise cette loi, on ne va pas vers une violation de la Constitution? Ici, la Constitution bannit, n'est-ce pas, des valeurs négatives comme le détournement de fonds, comme la corruption, comme, n'est-ce pas, la dilapidation des biens publics. La Constitution souligne la sacralité du bien public. Donc, le fait d'entreprendre des procédures à l'effet de découvrir, de trouver les biens publics, ce n'est pas une violation de la Constitution. C'est une façon d'être en conformité avec la Constitution. Mais seulement, il faut aller avec la lettre de la Constitution, il faut aller avec
l'esprit de la Constitution, c'est-à-dire qu'il faut le faire, n'est-ce pas, dans l'idée d'assainir les finances publiques, dans l'idée de garantir la bonne gouvernance, dans l'idée de réprimer, n'est-ce pas, ceux qui ont eu la main sur les deniers publics et qui le gardent ou bien qui le cachent encore. Voilà, merci bien Maina Boukar Kate. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association nigérienne des constitutionnalistes. Et avec vous, nous avons eu à faire un tour donc de cette affaire dite de 400 milliards de francs CFA qu'aurait laissé dans les caisses de l'État l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Merci bien, Kartik. Merci bien. La suite de ce journal, le coordonnateur du Modène FA Lumana de Danchandou, Hama Moussa Di Hamagana, a organisé hier un grand meeting pour annoncer son adhésion au PNDS Taraya. La déclaration est lue donc par Bachir Abdou Issa, il est nouveau militant du PNDS Taraya de Danchandou. Il vous souviendra qu'un président au destiné de notre cher pays, le président de la République, Elhadji Issoufou Mahamadou, s'est fixé un seul objectif, celui de satisfaire les aspirations profondes du peuple nigérien à travers la mise en œuvre du programme de renaissance. Le président Issoufou, en 2 années et demie seulement de gestion du pouvoir, a su renforcer la visibilité de notre pays à travers une diplomatie vigoureuse et ferme, ce qui témoigne de la visite du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et de plusieurs chefs d'État. Les réalisations enregistrées par le régime de la 7e République au profit des populations sont nombreuses et c'est là dans tous les domaines. Santé, éducation, infrastructure, agriculture, emploi, environnement, élevage, développement rural et j'en passe. Comment ne pas être fier d'être Nigérien quand aujourd'hui l'initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens, est appréciée de par le monde, ce qui prouve que ce besoin est de la vision du président Issoufou, homme d'État averti. Dans le seul souci de réunir toutes les filles et tous les fils de la nation, le chef de l'État a tendu la main à toute la classe politique nigérienne pour la formation d'un gouvernement d'union nationale afin de relever les défis. Mais hélas, cette annonce est tombée dans l'oreille de sourds, car ayant face à lui les leaders politiques pour qui le développement de notre pays importe peu. À un moment où le Niger amorce vers un développement durable, grande fut notre surprise d'apprendre cette décision hasardeuse, unilatérale, prématurée et suicidaire de notre parti, le Modène FA Lumana, de quitter la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Ce qui démontre l'égoïsme des responsables de notre parti, comme en témoignent les termes coquilles vides, extrapotins, qualifications faites à des postes ministériels, s'il vous plaît. Face à cette entreprise programmée de déstabilisation de notre pays, nous, militants, sympathisantes et sympathisants du Modène FA Lumana de la commune rurale de Danchandou, décidons à compter de ce jour 1er février 2014 de quitter purement, simplement et définitivement le Modène Lumana pour rejoindre le PNDS Taraya. Saluons et encourageons le gouvernement de large ouverture sous la conduite éclairée du Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, un homme plein de sagesse. Mesdames et messieurs, chers camarades, notre volonté d'accompagner les actions du président de la République ne se traduit pas par un simple soutien. Notre adhésion au PNDS Taraya se traduit par un engagement sincère et loyal. Aujourd'hui, vous pouvez en être certain, Danchandou est devenu rose et nous prions Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il nous permette de le démontrer en 2016. Ni les vociférations d'une opposition aux abois, encore moins l'incitation à la haine ethnique, ne pourront ébranler votre détermination, Monsieur le Président de la République, et l'engagement des Nigériens. Soyez-en certains, le peuple a désormais compris. Une opposition aussi forte qu'elle plaît l'être, si elle manque d'âme, elle ne peut que se décomposer. Notre combat, au-delà de conquérir la commune de Danchandou et ses localités, c'est surtout de conquérir tout le département de Kolo à la course du Parti Rose, n'en déplaise aux détracteurs. Avant de finir mon propos,
Un adage africain dit ceci, et ce message s'adresse particulièrement à mes anciens camarades, restez encore au modèle Lumana, je cite. Quand vous cheminez avec un sou et que vous le voyez courir, faites-en autant, car lui, il n'entend pas, mais il voit ce qu'il a vu de grave. Pour vous, chers camarades, qui avez cru à la noblesse de notre lutte, en nous rejoignant au PNDS Taraya pour le développement du Niger, soyez-en remerciés. Autre aspect de ce journal, prévu initialement pour se tenir le 25 janvier dernier, mais annulé suite à une décision de justice, le cadre des organisations de la société civile pour la défense des intérêts du Niger dans les négociations minières s'apprête à organiser une autre manifestation. C'est en effet la date du 6 février 2014 qui a été retenue par les organisateurs pour cette grande marche suivie de meetings. Le point des préparatifs de cette manifestation avec Michel Légy. Depuis l'expiration le 31 décembre 2013 du contrat d'exploitation de l'uranium nigérien par Areva, les organisations de la société civile n'ont cessé d'unir leurs forces pour exiger l'application de la loi minière nigérienne de 2006 dans la prochaine convention. Nous sommes un certain nombre d'organisations et d'associations nationales. Je pense bien la plateforme la plus importante et qui est unie autour d'une question bien déterminée, la consolidation, sinon la sauvegarde de la souveraineté économique de notre pays, en lien ici avec l'exploitation des ressources naturelles. Cette fois-ci, on a adressé des demandes à tous les arrondissements communaux et Inch'Allah, le 6, nous allons sortir, n'est-ce pas, massivement dans la ville de Niamey et dans les chefs-lieux des régions, plus la ville d'Arlit, pour, n'est-ce pas, et rappeler au gouvernement nigérien, mais aussi au groupe français Areva, un certain nombre de principes, n'est-ce pas, notamment la souveraineté et la transparence dans l'exploitation des richesses de notre pays. Des préoccupations dont elles exigent leur prise en compte dans les négociations en cours dans le souci de préserver les acquis du peuple nigérien et la défense des intérêts du Niger pour les années à venir. Et si le gouvernement va dans le sens de, n'est-ce pas, de nos revendications, nous les soutenons, on va aller avec lui. C'est-à-dire que si le gouvernement est disposé à appliquer à Areva la loi de 2006, il est résolu à faire plier la CNPC quant aux, n'est-ce pas, observations de certaines obligations issues de notre droit, nous allons appuyer le gouvernement. Mais si le gouvernement, n'est-ce pas, va dans le sens contraire, eh bien, nous allons continuer la lutte parce que d'ores et déjà, nous avons mis en place un comité de réflexion sur cette question-là. Et le comité là que je préside, sa mission ne s'arrête pas avec la marche du 6. Elle se poursuit tout au long de ces négociations, mais aussi, n'est-ce pas, tout au long de ces questions-là. Et nous allons essayer de soutenir le gouvernement s'il va dans le sens de la révolution économique et nous allons, n'est-ce pas, dénoncer et stigmatiser le comportement du gouvernement s'il va contre la souveraineté économique, n'est-ce pas, du Niger. C'est donc ce jeudi 6 février 2014 que tous les Nigériens sont appelés à se mobiliser pour cette manifestation qui vise une fois de plus à faire entendre les aspirations du peuple pour qu'enfin le Niger puisse tirer profit de ses ressources naturelles. Du sport taekwondo, ils ont occupé la première place du podium. Eux, ce sont les combattants de l'équipe nationale de taekwondo qui ont remporté le trophée de la 10e édition de la Coupe Onatel tenue à Ouagadougou hier. De retour au Bercail, cet après-midi, la délégation a été accueillie par les membres de la Fédération nigérienne de taekwondo et de plusieurs supporters. 5 médailles d'or, des médailles d'argent et de bronze, c'est la moisson de l'équipe nationale de taekwondo du Niger, classée première à la 10e édition de la Coupe Onatel de taekwondo qui s'est déroulée à Ouagadougou. De retour à Niamey ce 2 février 2014, la délégation a été accueillie par des membres de la Fédération nigérienne de taekwondo et des supporters. Le Niger surclasse le Mali, vainqueur de 2 dernières éditions de la Coupe Onatel. La délégation était conduite par le trésorier général de la Fédération, 2 entraîneurs et un arbitre.
Au cours de la compétition, les athlètes se sont bien comportés. Ils ont joué, ils ont su, écouter leur coach. Et vraiment, on est sorti avec la tête haute, avec 7 médailles, dont 5 or, une en argent et une en bronze. Sur place à Ouaga, il y avait 9 équipes qui étaient présentes, dont celle du Niger. Et des équipes dont le tenant du titre de l'édition passée, le Mali, qui s'était très très bien préparé en vue de reprendre la coupe. Or, le niveau technique des combattants nigériens, on a pu leur barrer la route quand même, avec des oppositions très très fortes entre les combattants nigériens et maliens qui ont vraiment animé le public. Et le Niger a fini par s'imposer presque dans toutes les disciplines, au détriment du Mali. Et on s'était sorti avec la Coupe du meilleur combattant. Et là aussi, le choix était un peu serré entre 2 combattants nigériens en plus. Et vraiment, je remercie vivement les coachs pour le bon travail abattu et le niveau technique dont ont fait preuve nos combattants. Et j'encourage vraiment le staff technique, l'encadrement et le ministère à vraiment continuer à soutenir ces athlètes. Cerise sous le gâteau, notre pays a également remporté le prix du meilleur combattant par l'entremise de Ismaël Garba. Des combattants qui demandent aux autorités de s'impliquer dans la préparation des athlètes. C'est une compétition qu'on a l'habitude de toujours participer, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas remporté cette coupe. Cette année, on s'est décidé d'aller et de remporter la coupe en athlète. Et bien que moi, je me suis fixé un objectif avant d'y aller, c'est d'avoir une médaille d'or et être le meilleur combattant. Donc, je pense que mon objectif est atteint. Je suis très contente parce que je méritais la médaille d'or. J'ai gagné ça avec honneur, donc vraiment merci. Au total, 8 combattants nigériens ont effectué le voyage du Faso et ont pris la première place du podium devant le Mali, le Bénin, le Togo, le Congo-Brazzaville et le Burkina Faso qui a aligné 5 équipes. Le taekwondo nigérien débute bien l'année 2014 et bravo à nos taekwondoïnes pour la première place obtenue à la 10e édition de la Coupe Onatel. C'est par cet exploit de nos taekwondoïnes que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.